Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de votre patience. Bienvenue à la conférence aujourd'hui au sujet de la culture et de la créativité, excusez-moi, dans l'écosystème du Web 3. J'ai le plaisir de vous présenter votre intervenant d'aujourd'hui, qui est expert en innovation et stratégie de contenu et qui compte parmi les pionniers du contenu vidéo en ligne. Cette personne est passionnée par l'Internet. Il est une des personnes clés à l'origine du succès de la TFO, Télévision française de l'Ontario, sur le numérique spécifiquement et beaucoup plus de choses, mais je vais lui laisser la parole. Donc, s'il vous plaît, on souhaite la bienvenue chaleureuse à Monsieur Laurent Guérin. Merci Olivia. Merci. Bonjour tout le monde. Merci tellement d'être là. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Merci d'être venu à cette présentation. J'espère que vous allez voir quand même suffisamment l'écran. Sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher. Parce que j'ai fait plein d'animations. J'ai passé un temps de malade à faire des animations. Et je m'aperçois que vous n'allez rien voir du tout. Je pensais qu'on allait avoir un truc géant comme ça. Donc, si vous avez besoin de voir un petit peu plus, rapprochez-vous. N'hésitez pas. Ouais, ça c'est... Voilà, il y a une inondation, monsieur. Hop. Voilà. La culture et la créativité dans l'écosystème du web, avant d'entrer dans ce sujet, avant de comprendre la culture et la créativité, il m'a paru essentiel d'expliquer ce qu'est le Web 3. Je pense que on n'est pas tous au courant et vous n'êtes pas au courant. Et si je commence à vous parler de culture et de créativité dans un domaine qui est le Web 3, qui a des notions essentielles, que vous ne maîtrisez pas, c'est hyper important. Donc j'ai déployé tous les trésors de pédagogie possibles et imaginables en essayant d'expliquer à mon enfant de 10 ans ce que c'était que le Web 3. Et apparemment, ça marche. Alors, souvenez-vous, le Web 1, ce qu'on a appelé a posteriori le Web 1, était une itération du Web, était vraiment la grande invention de l'époque des années 90, mais on pouvait faire une seule chose, lire. C'était Wikipédia, début de l'encyclopédie participative, c'était les annuaires de recherche comme Yahoo. C'était très limité, néanmoins une formidable solution et un outil génial, mais très limité. Est arrivé le Web 2.0, donc avec Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, le Internet à haut débit, l'iPhone, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et là, on a pu lire et écrire. C'est pour ça qu'on l'a appelé 2.0. C'était participatif, on pouvait uploader, télécharger sur le web, participer, échanger avec ses amis. Il y a un truc qu'on ne pouvait pas faire néanmoins, et c'est ce que le Web 3 permet, c'était de posséder. Et ça va être la notion essentielle du Web 3, est autour de la possession numérique. Vous allez voir qu'avec le Web 3, on peut de nouveau posséder. C'est vraiment la notion essentielle qu'il faut comprendre sur le Web 3. Ça veut dire quoi? De tout temps, les humains ont possédé. Alors, j'allais vous demander des exemples, mais enfin, je crois qu'on n'a pas trop le temps. Et on pouvait posséder et collectionner. Selon Wikipédia, un objet de collection est tout objet considéré comme ayant une valeur ou un intérêt pour un collectionneur. Si vous collectionnez les timbres et que vous adorez ça, c'est donc votre souci, votre hobby. Et vous collectionnez les timbres. Nos ancêtres collectionnaient les coquillages. On peut collectionner les pierres précieuses ou moins précieuses. On peut collectionner les pièces de monnaie, les cartes de baseball. Il y a des cartes de baseball qui valent des millions et des millions de dollars. Pourquoi? L'offre et la demande, aux yeux de certains, ça vaut de l'argent. Des tableaux, des guitares électriques, des voitures, ce que vous voulez. Malheureusement, avec l'apparition, c'est dans l'autre sens, mais avec l'apparition du numérique, certains objets de culture et de créativité ont disparu. Les compacts disques, par exemple. Nous sommes tous des locataires de la musique. Nous ne possédons plus de compact disques. Nous n'avons plus de vinyle. Je ne vous parle pas de certains collectionneurs. On vend encore un petit peu de vinyle et un petit peu de compact disques. Mais on loue tous notre musique auprès de Spotify ou d'autres acteurs de streaming. Même chose pour les DVD et pour Netflix, par exemple, entre autres. La numérisation a donc rendu ces deux choses impossibles, la possession d'un bien culturel et la collection. On pouvait copier, coller à outrance, faire des captures écran, voir une belle photo sur Internet d'un photographe extrêmement connu ou d'une peintre formidable. Hop, je copie, je mets dans mon disque dur, je suis content. C'est ce qui s'est passé avec les CD, hein, souvenez-vous, Napster, les MP3. On a bien essayé vainement de faire en sorte à ce que les gens puissent posséder des morceaux de musique,
en faisant des DRM extrêmement complexes à gérer, si vous vous souvenez. Ça n'a pas pris, le streaming a remplacé tout ça. Donc posséder et collectionner sont devenus des équations insolubles complètement dans le monde numérique, complètement insolubles. Les disques, les films, les magazines, les photographies d'art n'étaient plus des objets physiques à conserver. Jusqu'à, autre notion essentielle du Web 3, la chaîne de blocs, également appelée la blockchain. Levons le mystère sur la blockchain. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça vient d'abord d'une invention qui date de 2009. Une invention d'une personne ou d'un groupe de personnes, puisqu'on ne les connaît pas, qui sont anonymes, qui invente le Bitcoin. Voilà. Le Bitcoin est à l'origine, et je vous invite et je vous encourage à lire le livre blanc en français disponible, extrêmement intéressant. Mais à l'origine, c'est en 2009, on sort de la crise des subprimes de 2008, on a perdu toute confiance dans les systèmes bancaires, les établissements bancaires et les gouvernements. Et il y a là Satoshi Nakamoto qui nous dit on doit pouvoir créer un système électronique de paiement de pair à pair sans passer par une institution financière. Ah oui, d'accord, très bien, on ne veut plus des banques, formidable. Il écrit un livre blanc, il crée le Bitcoin. Le Bitcoin repose sur une technologie essentielle, j'insiste, la chaîne de blocs, la blockchain, héritée de la cryptographie. 40 années de travail dans la cryptographie, etc. Mais la blockchain, la chaîne de blocs, le Bitcoin repose sur la chaîne de blocs. Mais c'est quoi, Laurent, une chaîne de blocs? Une chaîne de blocs, je vous ai apporté des Legos. Une chaîne de blocs est la notion fondamentale de ce système du Web 3, c'est qu'on va par exemple initier une transaction. J'ai mon ami Grégoire qui est dans la salle, et Grégoire me doit un Bitcoin, téléphone Grégoire, par exemple, ou un Ether, enfin il me doit de l'argent, il va me payer en Bitcoin pour simplifier. On va donc initier une transaction. Cette transaction, la voici, c'est un Lego. On va avoir une deuxième étape où cette transaction va être validée par un certain nombre de personnes qui valident les transactions de la chaîne de blocs. Et lorsqu'elle va être validée, elle va venir s'ajouter donc aux transactions précédentes. Voilà, merci Greg. Hop. Et puis, les transactions suivantes vont venir former une chaîne qui vont être complètement liés les uns aux autres. Et là, si on veut aller changer la transaction que Greg m'a faite ou la supprimer, bah, c'est pas possible. Sauf si on casse la chaîne de blocs. Mais on ne peut pas casser la chaîne de blocs. Pourquoi? Parce que cette chaîne de blocs, alors il faut que je récupère mes petits Legos maintenant, cette chaîne de blocs qui a été mise à jour avec la transaction que Greg et moi avons faite, eh bien, figurez-vous qu'elle est distribuée au sein d'un certain nombre d'ordinateurs du réseau. Là, donc, toutes les 5 minutes, 2 minutes, 4 minutes, 10 minutes, la chaîne de blocs, elle est mise à jour. Voilà, et là, nous avons, tiens, hop, ah mince, j'ai super mal visé. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben, nous avons la chaîne de blocs. J'avais pas assez de Lego, les amis, donc je suis désolé. La chaîne de blocs, on imagine que je vous en ai tous envoyé une. Et puis il y a un petit pirate qui arrive et qui, malheureusement, il se dit putain, là, la transaction de Greg et de Laurent, je la dégage. Et là, les ordinateurs de réseau se disent attends, ta version de la chaîne de blocs, là, elle n'est pas bonne, alors tu dégages. Et c'est cette transaction qui est prise en compte. Pas mal, hein? On est donc sur une transaction et sur une chaîne de blocs et sur un système, il faut tout que je récupère, sinon je vais me faire engueuler, qui est décentralisé, il n'y a pas de banque, anonyme, on verra plus tard, mais Greg, il a une adresse de son portefeuille électronique qui fait 56 caractères, moi aussi, et c'est mon portefeuille, enfin le sien plutôt, qui m'a envoyé un Bitcoin, mais on n'est pas censé savoir que c'est entre Greg et Laurent. Une technologie qui est distribuée, comme on l'a vu, on a envoyé la chaîne de blocs sur beaucoup d'ordinateurs du réseau. Elle est inaltérable parce qu'on ne peut pas casser le bloc, on ne peut pas venir l'altérer à ce moment-là, ce n'est pas possible. Elle est transparente parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez aller consulter la chaîne de blocs et voir que le 18 octobre à 12h quelque chose, 15, 16, 17, il y a une transaction de 1 Bitcoin qui a été faite entre le portefeuille blablabla et le portefeuille blablabla. Et enfin, elle est open source, et là on est dans l'essentiel du web, elle est vraiment open source, c'est-à-dire que
le Bitcoin, la chaîne de blocs Bitcoin, la chaîne de blocs Ethereum et toutes les autres chaînes de blocs qui existent, la plupart sont en open source. On peut aller travailler dedans, apporter des fonctionnalités, etc. J'ai mis une technologie révolutionnaire avec des feux d'artifice. On en vient aux contrats intelligents et aux jetons non fongibles, les fameux NFT. Alors ça, c'est quoi? C'est Vitalik Buterin, qui est un entrepreneur russo-canadien, faisait ses études à Waterloo, en Ontario, et qui a dit moi, je vais améliorer la chaîne de blocs de Bitcoin, je vais créer la mienne, elle va s'appeler Ethereum, et je vais apporter des fonctionnalités. Et une fonctionnalité essentielle, je répète beaucoup le mot essentiel, mais c'est important à comprendre. La distingue de Bitcoin, c'est le contrat intelligent. Et le contrat intelligent permet notamment de délivrer des certificats d'authenticité sur la chaîne de blocs via des jetons non fongibles. Je vais y venir. Mais le contrat intelligent peut permettre, par exemple, je donne un exemple, j'ai un contrat intelligent avec mon employeur via une application qui s'appelle Sablier. Et le contrat intelligent va me verser sur mon portefeuille électronique un salaire toutes les minutes, au lieu de tous les 15 jours. Ou au lieu d'être payé au bout de 60 jours ou de 30 jours. On s'est plugué, on s'est branchés tous les deux. Et en fait, toutes les minutes, je reçois 0,01 $ qui va correspondre à la fin du mois, donc à mon salaire. Voilà une des fonctionnalités du contrat intelligent. Les jetons non fongibles, quand je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on s'est échangé un Bitcoin entre Greg et moi, comme vous le voyez, on est très bien représenté sur ce slide. Greg, il n'a pas de cheveux. Les cheveux. Eh bien, nous sommes échangés un jeton, une crypto-monnaie, donc un Bitcoin, et une crypto-monnaie, c'est un jeton. Nous nous sommes échangés un jeton fongible, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre dans l'assistance, Olivia, a un Bitcoin et que moi j'ai un Bitcoin, on peut les échanger. $1, c'est une monnaie fongible, on peut échanger $1 contre $1. Ma maison, elle n'est pas fongible, je ne peux pas l'échanger contre la maison d'Olivia. Un jeton non fongible, non-fungible token en anglais, est donc un jeton que l'on ne peut pas échanger. Donc par exemple, moi je vais acheter sur la blockchain 0,2% de participation dans l'événement Montréal Connect. Je ne peux pas l'échanger avec le jeton de Olivia à qui ont été attribués 3% de l'événement Montréal Connect. Ce n'est pas échangeable. On a ici, dans ce petit icône, des petits circuits électroniques qui signifient que les NFT ont cette grande particularité d'être gérés par les smart contracts, donc les contrats intelligents, et qui peuvent être programmés. On peut donc programmer, on peut dire que moi, mon 0,2% de Montréal Connect va me rapporter 0,2% des revenus de la manifestation et seront automatiquement versés à la fin de chaque manifestation. C'est programmable, tout ça c'est dans le code. En résumé, nous avons une chaîne de blocs, plusieurs chaînes de blocs, il en existe des centaines. Nous avons des jetons, des contrats intelligents, des jetons fongibles, des jetons non fongibles, sur une chaîne de blocs qui est décentralisée, distribuée, transparente, anonyme, inaltérable et open source. Est-ce qu'à ce niveau-là de la présentation, vous avez des questions? Ou est-ce que c'est pas mal compris? Ok. Ouais, il n'y a pas de questions. Je prends ça... Ah oui, il y a une question. Je t'écoute. Alors, là, on entre dans la perception de la valeur. Comment ça peut valoir de l'argent? Et je vais revenir au coquillage. Pourquoi le coquillage vaut-il de l'argent? Pourquoi les timbres valent-ils de l'argent? Parce que c'est de la rareté, c'est-à-dire qu'il y a une pièce de 1423 ou de 1882, je ne sais pas, un coin de pièce de monnaie qui vaut 800 000 $. Il y a une carte de baseball d'un joueur américain, une carte de baseball qui date de 1912 qui vaut 6 millions de $. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a un marché pour ça, il y a des gens qui pensent que cette carte a de la valeur. C'est la même chose pour la monnaie, les crypto-monnaies et les jetons numériques. Et on va y venir dans la deuxième partie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'offre et de la demande, il y a potentiellement une valeur. À partir du moment où il y a de la rareté, il y a potentiellement une valeur. Et le Bitcoin, pour information, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins qui existeront, dont les derniers seront émis en 2140.
Donc en fait, on est sur une offre limitée. Et c'est ça, la rareté, qui va créer de la valeur. Évidemment, si l'on conteste la chaîne de blog, si on dit mais tout ça, ça vaut rien, tout ça c'est du numérique, même si la transaction entre Greg et toi, elle est là-dedans. Mais souvenez-vous qu'on pouvait, souvenez-vous, à l'époque où les banques ont commencé à exister, on s'est dit non mais ça vaut rien aussi, tant que c'est pas du cash à cash, ça vaut rien, un virement électronique, ça vaut rien. Donc on est dans ce même cas de figure en fait. Si je continue, là on arrive vraiment une vague qui arrive. C'est un artiste japonais, j'ai oublié son nom, je suis désolé, Eisako je crois, qui a représenté cette peinture qui a été vendue en NFT il n'y a pas très longtemps. Mais on a vraiment une vague qui arrive et un tsunami qui arrive dans la culture et la créativité. Pourquoi? Je résume, la possession numérique et l'acte de collection sont maintenant rendus possibles par la technologie de chaîne de blocs et les jetons non fongibles. Autrement dit, je peux avoir un certificat de possession dans la blockchain et il est unique et c'est un certificat, il est non fongible. Discutable ou pas. C'est un changement fondamental, notamment pour les industries créatives. Pourquoi? Jusqu'à présent, on avait l'artiste et on avait son œuvre. Et puis entre l'artiste et son œuvre, nous avions des intermédiaires, quelques-uns. Ils viennent ou pas? Non, ils ne viennent pas. Les agents, les producteurs, les labels, les plateformes de financement participatif, etc. Entre l'œuvre et son public, nous avions des intermédiaires. Les galeries d'art, les magasins, où l'on va s'acheter les compact disques, etc. Les plateformes, même les grosses plateformes comme YouTube, comme Facebook, comme Twitter, qui au passage prennent un certain pourcentage, entre 30, 40, 50% des ventes. Et puis si on extrapole, on peut même aller un petit peu plus loin. Entre le public et la vente, il y a encore des intermédiaires. C'est qui? Ce sont les gouvernements qui prennent une taxe, ce sont les banques qui prennent des fees pour les comptes bancaires, etc. Ce sont les cartes de crédit qui prennent aussi des fees, des commissions. Et il ne faut pas oublier un truc, on avait l'utilisateur, et l'utilisateur, lui, à chaque étape, il donne un petit peu quelque chose. Vous avez une idée? Ouais, il donne ses données à chaque fois. À chaque fois qu'il vient sur Facebook, sur Twitter, dans sa banque, Laurent, il a acheté 2 bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin. C'est bizarre. Bizarre. À chaque fois, on vient donner des données. Des données. Grâce à la chaîne de blocs, on va venir supprimer ces intermédiaires à chaque étape. Et en plus, on va supprimer les données que je donne, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, je peux être complètement anonyme. Ça redéfinit un écosystème incroyable entre l'artiste, son œuvre, son public et la vente de son œuvre. Et là, je vais venir, et là, alors je ne sais même pas comment je vais faire pour cliquer, parce que je dois avoir un ordinateur pour cliquer. Et là, voici tout ce que ça permet, cet écosystème, qui est un bouleversement pour le monde de l'art, comme je l'ai dit. Ça permet donc la possession numérique, on l'a vu. Ça permet la collection numérique, on l'a vu. Désintermédiarisation, décentralisation et souveraineté numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ce ne sont plus les États qui dirigent, qui émettent de l'argent, etc. La souveraineté numérique, elle vient du numérique. On s'arrange pas entre nous, mais il n'y a personne qui vient interférer là-dedans. Redonne le pouvoir aux créateurs, fait évoluer la création, permet d'explorer les modèles inédits, transforme les modèles économiques, transforme la rémunération, attire de nouveaux créateurs, attire de nouveaux acheteurs, permet un marché secondaire, améliore la traçabilité, supprime l'envoi des données personnelles, veille aux libertés individuelles, permet de créer la rareté, fait évoluer les droits du créateur et les droits d'auteur, redéfinit la propriété intellectuelle, apporte de la transparence, permet l'anonymat, place la communauté au centre du modèle, donne le pouvoir et la gouvernance à la communauté, attribue des utilités, transforme les musées, les concerts, les jeux vidéo, empêche la contrefaçon, modifie la pop culture, vise à l'indépendance financière, disrupte toutes les industries, et embarque aujourd'hui beaucoup les millénials et bientôt les Gen Z et les Gen Alpha. J'ai oublié des choses dans cette liste. Alors je voulais vous dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus, mais je n'ai pas ce loisir-là parce que je ne peux pas cliquer, donc on va y aller. Permet la collection numérique, je vous présente ma collection de NFT. 1, 2, 3, 4, voilà, je possède ces images. Et les gens disent, mais tu ne vais pas les mettre sur tes murs? Non, non. Des gens qui ont acheté des NFT d'une galerie d'art à Rome, à qui on a dit « Mais pourquoi tu veux pas un papier ?» Et la personne a répondu « Mais non, mais moi je regarde toutes mes photos sur mon iPhone. »
Et ouais, voilà. Moi, ce sont les NFT que je possède. Je suis fier de vous les montrer. Je les ai achetés à 150 $ pièce, je crois, pour aider une collection, un univers, un Vénusverse, dont la mission est d'amener plus de femmes dans l'univers du Web3, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 4 ou 5% de femmes dans l'univers du Web3 au Canada. Voilà. Si vous voulez voir la collection numérique de Snoop Dogg, la voici. Puisque son adresse à rallonge est connue. Et Snoop Dogg, voici l'adresse, voici la collection numérique de Snoop Dogg. Je n'ai pas cliqué sur toutes les images, mais il possède notamment un Moonbird qui est là. Okay. Fait évoluer la création. On a pensé complètement différemment. Une des premières collections qui a eu beaucoup de succès, c'est les CryptoPunks. Et les CryptoPunks, ils ont inventé un truc. Les gens qui ont fait les CryptoPunks, ils ont fait 10 000 images en utilisant un procédé qu'on appelle l'art génératif, c'est-à-dire qu'ils ont donné des attributs, le fond sera mauve, vert, là il est que mauve, mais ce n'est pas le cas. Il y aura des hommes, des filles, des blonds, il y aura des peaux mates, des peaux brunes, des peaux blanches, des peaux vertes, des peaux bleues, il y en aura qui fument, etc. Et il a mis tout ça dans un algorithme qui va générer de la rareté d'ailleurs, et eux ils ont fait 10 000, ils ont créé 10 000 NFT. Le NFT, pour mémoire, donc il y a cette image, elle existe partout, tu peux la copier-coller, on peut la prendre en photo ici, tu peux prendre en photo celle-là, mais le certificat d'authenticité sous forme de jeton non fongible qui montre qu'il appartient bien à Laurent, ce n'est pas le cas hein, parce que c'est bête, hein, mais 2 millions de dollars américains, il est dans la blockchain Ethereum et je peux le revendre. Permet d'explorer des modèles inédits. Alors j'ai parlé d'art génératif, j'ai parlé de rareté. Voici le Bored Ape, une des collections NFT le plus cher. Je ne sais pas combien il vaut, mais c'est le numéro 1 en fonction des attributs qu'il a. Il y a un modèle qui s'appelle l'élevage. On peut brider, c'est-à-dire faire se reproduire des NFT entre eux pour obtenir d'autres NFT. Il y a un truc qui s'appelle l'art génératif. L'art génératif, c'est par exemple des artistes qui donnent un certain nombre d'attributs et puis les attributs sont mélangés et ça forme des œuvres comme ça, comme on a ici ou là. D'autres modèles, par exemple, si vous possédez ce NFT de World of Women, bah, vous pouvez, parce que vous le possédez, acheter un pullover, un sweater, un gilet avec votre NFT dessus. Tout un tas de modèles. Ça attire de nouveaux créateurs. Je vous ai mis quelques-uns ici. Oui, Ferocious, Cory Van Loo que j'ai rencontré, Benjamin Spark est un ami, Excopy qui est anonyme. Ça permet l'artiste anonyme. On peut être anonyme sur la blockchain, on peut désirer, on peut souhaiter de rester anonyme. Transforme les modèles économiques. J'ai beaucoup parlé de NFT, il n'y a pas que les NFT. La blockchain, la chaîne de blocs, est également un modèle participatif, entre guillemets. Notre ami Ashton Kutcher, par exemple, l'acteur américain, a créé une série audiovisuelle, animée, de chats qui fument du pot. Et pour créer cette série, il a prévendu des jetons non fongibles, donc des NFT, qui ont permis de lever de l'argent et de réaliser les pilotes de la série. En échange, vous, qui avez donné de l'argent, vous êtes les seuls à pouvoir accéder à la série. Faire beaucoup de choses. En France, il y a une plateforme qui existe pour financer le cinéma et pour apporter via des NFT de l'argent au cinéma. Kings of Leon, un groupe américain, a été le premier groupe à vendre un album entier de musique uniquement sous forme de NFT. Il y a des langages comme le airdrop, je vais passer un petit peu. Les modèles économiques aussi sont transformés, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on peut lever de l'argent en amont d'un projet créatif sans passer par la bourse, sans passer par les investisseurs, mais au cœur de tout ça, il y a quoi? Et là, je vais aller assez vite parce que c'est extrêmement important. Au cœur de tout ça, il y a surtout la communauté. Voilà, la communauté, c'est-à-dire que nous, là, on ne va pas se réunir tous les 40, là, et créer une collection NFT et la mettre sur le marché en disant « Ouais, ça va se vendre 1 million ». Non. La communauté, sont vraiment les utilisateurs du Web3, de la blockchain, des NFT, les investisseurs en crypto, etc., essentiel sur votre projet. Les outils de la communauté changent. Vous avez peut-être entendu parler de Discord, ce sapin de Noël qui fait mal aux yeux, c'est Discord. C'est là qu'ont lieu tous les échanges et toutes les discussions autour du Web3. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui veut plonger dans le Web3, Facebook, Twitter, c'est fini. C'est fini. Discord, c'est de l'assistance, du service client, de l'animation de communauté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des trucs qui clignotent dans tous les sens. Telegram, même chose, tu crées une chaîne Telegram, tu vas sur n'importe quelle collection de NFT, tu vas voir que les gens te donnent la chaîne Telegram de leur projet.
GitHub. GitHub, c'est une plateforme où on met à disposition le code, puisque tous les codes sont open source la plupart du temps, où les gens peuvent aller bricoler, installer. Et puis, signe des temps, Twitter, qui est quand même un peu en train de tirer son épingle du jeu dans ce domaine-là, a créé une fonctionnalité qui s'appelle Community, où en cliquant dessus, vous pouvez avoir une vision de quoi est formée la communauté autour de ce projet-là. Pourquoi c'est important? Parce que la communauté, par exemple, elle va pouvoir voter. Elle va pouvoir voter pas à main levée, pas en envoyant des enveloppes, non. Elle va pouvoir voter sur la blockchain. C'est-à-dire que grâce à votre NFT ou au jeton que vous possédez, vous allez pouvoir aller sur une page, vous allez connecter votre portefeuille électronique, il va vous reconnaître parce que vous avez un NFT. Là, il y a une question à la communauté, stratégique ou pas. Voulez-vous un écran géant dans la salle du studio de danse le mardi 18 octobre? Oui, non, boum, boum, on vote tous, ou il y a des abstentions, et puis 53% des gens qui veulent un écran géant. L'année dernière, ApeCoin, qui est un token qui a été fondé par les gens qui ont fait les Bored Ape, la communauté a décidé que le projet allait rester sur la chaîne de blocs Ethereum et non pas changer de chaîne de blocs. Il y a des retours évidemment pour la communauté, c'est-à-dire que la communauté va avoir des utilités. Hein, quand on va me vendre un... Alors, je vais aller là, par exemple. Et après, j'ouvrirai le plancher aux questions, comme on dit. Attends, je ne sais pas où je suis. Oui, pour terminer, transforme les... alors, quand même, attire de nouveaux acheteurs. Christie's et puis Sotheby ont quand même monté des plateformes de NFT. Les deux sociétés, Christie's et Sotheby, ont été créées en 1744 et en 1766. Attire de nouveaux acheteurs. Il y avait sur le marché de l'art, c'est une étude très sérieuse du marché de l'art, des acheteurs, ils étaient 40 324 en 2019, ils étaient 75 000 en 2020, plus 70%. En 2021, il y a eu 2 301 544 acheteurs, c'est-à-dire presque plus 3000% d'acheteurs. Évidemment, beaucoup de gens ont acheté des NFT. Après, les NFT, ça vaut quelque chose ou ça ne vaut pas quelque chose? Les œuvres de E-Girls ici, est-ce que ça vaut quelque chose ou pas? Les œuvres de Ferocious que je vous ai présentées tout à l'heure ou de Cory Van Loo valent-elles quelque chose? On entre là dans l'offre et la demande, c'est-à-dire s'il y a une demande, s'il y a une valeur, s'il y a une offre, il y a donc potentiellement un marché. Pour terminer, avant d'ouvrir aux questions, modifie la pop culture, j'ai pas le temps, mais juste vous dire que Justin Bieber, par exemple, qui a 113 millions de followers, il a en photo de profil un NFT. La couverture de Rolling Stone avec les Bored Apes. Et puis, voilà, des conversations qu'on peut poursuivre en dehors avec grand plaisir. Les musées, chose qui se passe incroyable dans les musées. Hein, il y a même un musée, le MoMA de New York, qui est en train de vendre une collection qui comprend un Picasso pour acheter des NFT. Et puis, voilà, dernier exemple pour finir là-dessus, ce n'est pas seulement la culture et la créativité. Starbucks vient de lancer un programme de fidélité basé sur les NFT. Et puis, je voulais vous montrer, par exemple, le petit schéma ici. Moi, je suis investisseur à titre personnel. J'ai 1000 € dans 21 voitures électriques Tesla à Vienne, en Autriche, qui sont louées. C'est de la location. Et comme toutes les transactions ont lieu sur la blockchain, je les vois tout le temps. Donc, j'ai mis 1000 € au mois de février. J'ai gagné 6 €. Je suis à 0,6%. Mais voilà, on peut donc, ça se passe de la même manière dans l'immobilier. Je peux acheter une participation dans un immeuble. Donc je parlais tout à l'heure de Montréal Connect. Je peux avoir peut-être, si cet immeuble il est tokenisé, c'est-à-dire mis sous jetons, de 1 million de jetons, moi je peux peut-être acheter 100 jetons. Et puis le loyer, à hauteur de ma participation, va automatiquement rentrer dans mon portefeuille électrique via une transaction de contrat intelligent et de NFT. J'ai essayé de faire un tour à peu près global et j'ouvre aux questions. Yes, oui. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Ma question, c'est la suivante. Vous avez parlé de changement de modèle économique et aujourd'hui, on voit la limite des modèles économiques actuels et on a ce côté hyper communautaire de la blockchain. Est-ce que vous avez des exemples de modèles économiques alternatifs qui apparaissent sur différentes blockchains? Oui, alors effectivement, en voici quelques-uns. Voilà.
Ça, c'en était un. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un groupe de rock, vous voulez faire fi de votre maison de disques et de votre intermédiaire, vous allez enregistrer, même préfinancer votre album. Vous avez besoin de 50 000 $, vous avez une grosse communauté qui vous suit, vous allez essayer de la faire grossir et puis vous préfinancez et vous distribuez des NFT, par exemple. J'ai un autre exemple qui est assez intéressant, qui est celui-là, qui s'appelle Ben Royalty. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une des entreprises, un des projets qui rachète des droits de synchronisation de morceaux de musique. Alors ils ont mis Jay-Z, Rihanna, etc. Qui les tokenisent et qui donc les mettent à disposition de la communauté. La communauté achète un certain nombre de jetons non fongibles du catalogue. Et à chaque fois que la plateforme va plugger, va synchroniser cette chanson sur une publicité, sur un film, sur ce qu'on veut, il y a des revenus pour les possesseurs de jetons. Les jeux Play to Earn, par exemple, sont des jeux blockchain où vous pouvez gagner. C'est la première fois que ça arrive, en fait. Dans les jeux, le jeu le plus populaire actuellement, c'est Roblox. Il y a 300 millions de joueurs. Il n'a pas encore de modèle économique où les gens peuvent gagner de l'argent. Mais si votre gamin il joue 7 heures par jour à Roblox, vous ne gagnez rien. Si, vous gagnez un demeuré. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tout d'un coup, si vous êtes dans une plateforme blockchain décentralisée où il y a des jetons, votre personnage, votre avatar, votre animal, etc., va gagner en valeur. C'est un NFT, il va gagner en valeur, il va gagner en valeur. Peut-être qu'un jour, vous pouvez le revendre. Et donc, il y a des modèles entiers aujourd'hui qui sont en play to earn. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça ne va pas prendre? Il y a une plateforme de jeu de course de chevaux. Il y a tout ce que vous voulez imaginer, mais il ne se passe pas une seule seconde sans qu'il y ait 100 projets qui voient le jour et qui sont testés. Il y a là-bas et après là. Bonjour. Bonjour. Je vais essayer ça en français. Je suis allemand, je suis journaliste allemand. Je couvre le sujet de NFT et blockchain depuis quelques années. Et chaque fois quand je parle avec quelqu'un dans le métier, comme vous avez fait, ce que je vois, c'est tout est bien. Tout est bien. On va acheter ça, tout va être correct, on va être riche, on va avoir d'argent parce que c'est la culture. Mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a des proof of work, proof of stake, il y a des gas price. Et aussi, vous avez montré les chiffres l'année passée. Maintenant, cette année, c'est pas bien. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes. Et je me demande parfois, et j'ai encore le sentiment, vous êtes ici pour vendre ça vraiment. Et c'est ça, c'est pour moi un problème parce que l'énergie, tout le monde sait l'énergie est un problème. Je sais aussi pourquoi le sujet est vraiment intéressant. Et pour le Web3, Metaverse, je comprends aussi pourquoi les gens vont probablement arriver là dans la futur parce que ça fait sens. Pour moi, les gens vont vivre dans les âges digitaux et pour eux, c'est tellement intéressant d'avoir un NFT, je comprends tout, mais c'est juste chaque fois, désolé, c'est chaque fois, il y a dark web, blockchain, c'est vraiment un grand sujet, c'est pas si facile et parfois j'aimerais aussi avoir un autre côté de dire oui, voilà, il y a des problèmes aussi. Désolé, c'est mon opinion. Alors moi d'abord j'ai rien à vendre, merci pour ta question, mais j'ai rien à vendre. Et ensuite, j'ai pas suffisamment de temps pour aujourd'hui en une demi-heure entrer dans les hacks des billions et des billions de dollars, dans les rug pulls, c'est-à-dire les arnaques, etc. Ce que je peux juste, la manière dont je peux répondre à ta question, c'est oui, ça s'est cassé la figure. Ah ouais, ça s'est effectivement cassé la figure. Mais si vous êtes actionnaire de Snapchat, vous avez perdu 86%, l'action a perdu 86% depuis le début de l'année. Si vous êtes actionnaire de Shopify qui est une start-up canadienne incroyable, fantastique, vous avez perdu 80% de votre valeur depuis le début de l'année. Si vous êtes actionnaire de Bitcoin, si vous avez des Bitcoins, vous avez effectivement perdu, je ne sais plus si c'est 60 ou 35%, je crois que c'est 60%, c'est Amazon qui a perdu 30%. Celui qui a perdu le moins sur toute cette période de crash qu'on est en train de vivre, c'est Apple. Donc aujourd'hui, oui, on vit un crash dramatique dans la situation, ce qu'ils appellent le crypto winter ou le crypto crash, mais on vit en crash en bourse. Alors j'extrapole par rapport à ta question, est-ce qu'on peut faire confiance à la bourse ?
Tu vois, donc en fait, ça c'est le premier point. C'est-à-dire que moi, j'ai pas dit on va tous devenir riches. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je dis pas ce discours. Moi, ce que je dis, c'est qu'on est en train d'assister à un changement de paradigme radical qui va disrupter toutes les industries. J'en ai pas parlé, mais l'industrie de la logistique et la chaîne de la supply chain, la chaîne d'approvisionnement, bon, c'est incroyable l'innovation de la blockchain là-dedans. Donc en fait, moi je suis pas en train de dire achetez des Bored Apes et vous allez devenir millionnaire. Il y a de fortes chances pour que personne d'entre nous ne devienne millionnaire, et il y a de fortes chances pour qu'on perde de l'argent sur un NFT, mais encore une fois, on est sur un schéma nouveau et sur quelque chose qui transforme la pop culture. Moi, mon discours, c'est qu'il faut le comprendre et comprendre pourquoi ça arrive. Je crois qu'il faut que je termine. La consommation d'énergie, c'est un débat. C'est pas de la consommation d'énergie, d'une part, c'est de la consommation d'électricité. C'est pas de l'énergie, c'est pas la même chose. YouTube consomme plus d'électricité que le Bitcoin ou que Netflix. Donc les schémas sont en train de s'améliorer. Peut-être qu'en 2005, à l'époque où YouTube a été créé, en 2004 ou en 2006, 2007, quand Google a racheté, il y a des gens qui disaient que YouTube ne sert à rien, ça consomme trop d'électricité. On est aujourd'hui dans un contexte où on conteste tout par rapport à l'environnement. Et c'est normal, et on a raison de le faire. Mais à un moment, on va devoir arbitrer ou pas entre les guirlandes de Noël, consomment-elles plus d'électricité que le Bitcoin ou que YouTube, et il y en a-t-il vraiment un, ou que les banques. Les banques consomment plus d'électricité, on l'a vu ici, hein, c'est ici, les banques et les ATM, etc., ça consomme plus d'électricité que l'or, et ça consomme plus d'électricité que le Bitcoin. Alors à un moment, il n'y a personne qui peut dire il y en a un qui ne sert à rien. Tu vois, on peut toujours dire les banques, ça ne sert à rien, on va supprimer ça, puis on ira beaucoup mieux dans le monde. Alors si vous pouvez dire bah ouais, le Bitcoin, ça ne sert à rien, on va le supprimer, on va gagner un peu d'électricité. Voilà, aujourd'hui, le point, il est là. Donc, c'est bien qu'on cherche à optimiser tout ce qu'on fait pour l'environnement. C'est difficile de tomber, mais on tombe toujours sur les nouvelles technologies. Hein, donc, on tombe toujours sur les nouvelles innovations et sur les nouvelles inventions. Je crois qu'il faut que je termine. Merci à vous. Je suis à votre disposition. Donc, je sais qu'il y avait encore des questions. Je vous invite à faire un peu de réseautage durant la pause du repas qui s'en vient maintenant. Mais merci beaucoup, Monsieur Guérin, pour cette très belle présentation, très fascinante. Et ça y est, on prend une petite pause de repas et on vous rejoint ici après pour se concentrer sur le thème de l'IA après la pause. Merci beaucoup d'être parmi nous.